L'OM, c'est un de ces clubs qui a du mal à démarrer son mercato parce qu'il n'y a toujours pas d'entraîneur sur le banc de l'Olympique, donc justement sur le banc de l'équipe première. Et forcément, il y a un nom qui commence à sortir ces derniers temps, c'est le nom de l'entraîneur espagnol, Marcelino, qui justement notamment a entraîné l'Athletic Club Bilbao, qui va venir justement sur ce banc de l'Olympique de Marseille. On va d'abord essayer de se focaliser un peu sur sa manière de gérer un effectif, de comment il joue, etc. Est-ce que déjà vous pouvez un peu nous présenter cet entraîneur qui est peut-être méconnu du public français, très connu par contre du public espagnol. Donc s'il y a des gens qui suivent la Liga, ils doivent sûrement le connaître et savoir un peu comment il joue. Mais pour le présenter à ces personnes-là qui ne le connaissent pas, comment est-ce que Marcelino justement gère une équipe ou pourrait gérer une équipe comme l'Olympique de Marseille? Alors je voulais juste finir, est-ce que tu peux... Dis-moi, Excuse-moi, dis-moi tout. pour les gens qui sont sur le chat, n'hésitez pas, mettez un Ask Mercato et posez vos questions surtout. Exactement, aussi. Parce que vous avez le droit et on essaiera de répondre. On a déjà pas mal de tweets qu'on a sélectionnés tout à l'heure et sur lesquels on va répondre aux questions tout à l'heure, mais n'hésitez pas à les remettre et on verra. Voilà, donc premier petit aparté. Excuse-moi Anas, je fais un peu... Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Mais justement, je déborde. Je vais continuer avec toi, justement, parce que on va continuer, on va commencer à parler de l'Olympique de Marseille, justement. Je dis beaucoup justement, je ne sais pas pourquoi. Mais justement, c'est parce que c'est juste. Comment est-ce que Marcelino pourrait gérer une équipe comme l'Olympique de Marseille, à ton avis? La chose, c'est qu'on peut dire aussi une chose par rapport à ça, c'est que c'est... Beaucoup disent, ouais, Marcelino, c'est qui? C'est pas un grand entraîneur, on aurait préféré Gallardo. Je pense que la plupart des gens n'ont pas vu 2 matchs de River Plate de toute leur vie. Ils n'ont sans doute pas vu plus de matchs de Marcelino en Espagne non plus, mais en tout cas de ce qui se transpire au niveau notamment de notre correspondant en Espagne, Max Franco Sanchez, qui a fait un papier justement sur Marcelino. C'est quelqu'un qui est très respecté, notamment au niveau des joueurs. On a vu Céric Bakambu dithyrambique envers lui, en donnant quelques petites anecdotes où, au niveau de il est très perfectionniste, très dur avec ses joueurs, mais en même temps, il sait ce qu'il veut, il sait comment on s'organise. Donc aujourd'hui, il a déjà des idées en tête, il sait comment il va jouer, il a déjà des idées arrêtées. Alors certains disent aussi que c'est l'ami de Longoria, ils se sont connus à Huelva, notamment quand Longoria, il avait une vingtaine d'années et autres. Oui, mais ça reste un entraîneur qui a gagné une Coupe du Roi avec Valence. Qui a en déjà finale contre le Barça, justement, il avait gagné une Super Coupe d'Espagne aussi, voilà. contre le Barça aussi. Donc c'est pas un pimpin, c'est pas le premier tocard qui vient. Donc effectivement, on le connaît pas en France, mais c'est pas non plus Mitchell, l'ancien entraîneur éphémère de l'OM. Non, mais en plus, surtout, il correspond à certaines valeurs que voulait mettre en place Longoria, même si on sait que, évidemment, que Marcelino, c'était pas le premier choix de Longoria. On avait la piste Gallardo, mais en termes de football et en termes de ce que veut mettre en place Longoria à l'OM, et Marcelino coche certaines cases. Tu parlais, Seb, de ce côté très dur, etc. Dans la gestion, c'est pas non plus à l'opposé de ce que fait Igor Tudor, de ce qu'a fait Igor Tudor à l'OM. C'est un entraîneur en Espagne qui est reconnu justement pour être très strict et avoir des idées de jeu très figées. Donc ça correspond à ce que veut mettre en place Longoria, même dans l'intensité, etc. Donc finalement, le profil, c'est un profil, oui, c'est un plan B, mais c'est un profil qui correspond à ce que voulait Longoria de base. Donc Et c'est ce qu'on avait déjà un peu avec Igor Tudor, c'est-à-dire un peu de la verticalité, beaucoup de verticalité dans le jeu. Donc forcément, avoir des joueurs rapides. On en parlait d'ailleurs en coulisses lorsqu'on préparait l'émission. C'est vrai que des joueurs comme Chancel Mbemba en défense centrale, pour un entraîneur comme Marcelino, c'est du pain béni parce que c'est quelqu'un qui sait très bien gérer la profondeur. Mais il y aura forcément des postes sur lesquels Marcelino va devoir travailler, va devoir peut-être se séparer de certains joueurs, en acheter d'autres. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup notamment du dossier Matteo Guendouzi. C'est vrai que c'est un joueur qui a été utilisé un peu partout par Igor Tudor lors de cette saison qui vient de passer. On l'a vu jouer dans le double pivot, on l'a vu jouer même derrière l'attaquant, même si son poste premier n'était pas celui-ci de jouer derrière l'attaquant. Mais forcément, il y a ce cas-là qui va être jugé. Il y a eu des touches un peu partout. Mais où est-ce qu'en est pour le moment le dossier Matteo Guendouzi? Matteo Guendouzi, il a des pistes, il a quelques contacts, mais pour l'instant, il n'y a pas d'offre. On est un peu dans le même état d'esprit que ces dernières semaines. Il est évident que l'ami Matteo, il était très content quand Igor Tudor il a annoncé son départ. Je ne suis pas sûr qu'il ait gagné vraiment en chance avec un Marcelino qui est très, très exigeant avec ses joueurs et qui demande beaucoup de travail au quotidien. Non pas que c'est un feignant, Guendouzi, mais en tout cas, clairement, je ne suis pas convaincu, aussi bien dans sa façon de jouer que dans l'état d'esprit du joueur, que ça va coller forcément avec Marcelino. Donc, comme c'est un joueur qui a une valeur marchande qui est quand même intéressante, Marseille va sans doute tenter le tout pour essayer de le vendre, mais pour l'instant, ça ne bouge pas des masses.
Ça bouge pas des masses, mais aussi il y a un autre joueur qui lui aussi pourrait quitter l'Olympique de Marseille à cause de cette exigence du coach espagnol, et c'est peut-être un crève-cœur pour certains supporters de l'Olympique de Marseille. C'est Dimitri Payet, le numéro 10, qui n'a déjà pas beaucoup joué cette saison parce que Igor Tudor avait mentionné là ces questions de conditions physiques, d'abattage sur le terrain, et forcément de voir un joueur comme Payet quitter l'OM après tout ce qu'il a apporté aux supporters, ça paraît un peu triste, mais malheureusement il pourrait être une des victimes de l'arrivée de Marcelino. Ouais, en sachant qu'en plus aujourd'hui, Pablo Longoria, il ne le porte pas spécialement dans son cœur. Il est arrivé au club avec un contrat à vie négocié par l'ami Jacques-Henri Hérault. Et du coup, forcément, c'est un poids, même si son salaire avait été lissé sur le temps, malgré tout, par rapport à ce qu'il apporte. Alors ouais, ça reste Payet, ça reste un joueur technique, talentueux, mais ça reste compliqué. Alors il a récemment changé d'agent. Il a été approché vaguement par l'Arabie Saoudite, comme beaucoup de joueurs. Pour l'instant, il est à Marseille, il a encore un an de contrat. Lui, il n'est pas pressé de partir. Et aujourd'hui, qui peut le relancer ou qui peut lui offrir un dernier challenge? Ça va être difficile. Pour l'instant, ça suit son cours et on va voir un peu comment ça évolue. Mais pour l'instant, il est dans le flou, en tout cas. Justement, il y a certaines personnes dans le chat qui parlent du cas Payet, notamment Donel Lema qui dit c'est bien, il doit prendre sa retraite. Et il y a même Ratcheni qui dit Payet à 36 ans, c'est pas le futur, il n'est pas un problème pour nous, les supporters, s'il ne joue pas. C'est vrai que la fin de la retraite, la fin de la carrière tout simplement de Dimitri Payet pourrait se faire à la fin de la saison. Est-ce que selon vous, ce serait un choix sensé de la part de Dimitri Payet de mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison? Sensé non, parce que ça viendrait pas de lui. Je pense que lui veut continuer. D'ailleurs, certains joueurs là, en fin de saison en conférence de presse, notamment Rongier, avaient expliqué que Payet ne parlait pas du tout de fin de carrière. Maintenant, c'est vrai qu'avec Tudor déjà c'était compliqué. Là, Marcelino dans le profil, c'est pas non plus quelqu'un qui va apprécier un joueur avec aussi peu d'intensité que Dimitri Payet. Donc finalement, il a un peu poussé vers la sortie dans le sens où Marseille mise sur des coachs qui sont à l'opposé de son football. Et on a très bien vu que Dimitri Payet, même si dans le vestiaire il a un rôle important, quand on lui a demandé de faire des choses qu'il ne maîtrisait pas spécialement, notamment physiquement, il a eu beaucoup de mal. Alors finalement, lui, je pense que c'est une fin de saison déjà ratée, puisqu'en plus il a été suspendu pour les derniers matchs. C'est ça. Donc partir comme ça, ce serait compliqué quand même pour lui, surtout qu'il n'a même pas vraiment eu d'adieu pour l'Olympique de Marseille. Et je ne pense pas que ce serait son choix à lui. Après, comme on l'a dit, pour l'instant, Marcelino, c'est pas un coach qui mise sur un profil comme Payet. Donc, ouais, surtout, il a quasiment aucune chance dans le schéma tactique mis en place par Marcelino d'avoir un vrai rôle à jouer, et encore moins que du temps de Tudor. Donc oui, forcément, la saison risque d'être très très longue pour lui. Mais est-ce qu'il a d'autres choix? Effectivement, peut-être de prendre sa retraite, mais ce serait quand même dommage de finir comme ça. Après, aujourd'hui, oui, les profils de joueurs pistés par Marseille, ou les besoins qu'il aura Marcelino, ça sera des besoins un peu différents. Il faut un 6 un peu plus technique et capable de porter la balle vers l'avant. Il veut des ailiers rapides, 2 mecs en pointe. Voilà, une fois de plus, avec des choses comme ça, où va jouer Payet, quoi. C'est ça, c'est bien aussi, comme on le dit justement, on le rappelle aussi, on en a parlé il y a quelques instants. Marcelino joue en 4-4-2 souvent la plupart du temps, donc forcément ça sera un peu plus compliqué de lui trouver une place en tant que numéro 10, peut-être jouer à côté de l'attaquant, mais là aussi il lui faut un profil différent, surtout que justement Marcelino joue avec Raúl Garcia et notamment Villa-Libre qui joue aussi en pointe, donc c'est-à-dire c'est deux gabarits imposants pour la doublette offensive, et forcément la place de Dimitri Payet ne serait pas tellement présente dans le 11 de départ de Marcelino. Justement, on va en parler de ces besoins-là de Marcelino. Tu as déjà commencé à en parler avec cette sentinelle un peu physique qu'on pourrait retrouver à l'Athletic Club notamment. Aujourd'hui, il y a certaines pistes qui commencent à sortir quant à cette future sentinelle-là imposante. On parle notamment de Denis Zakaria, c'est ça, justement, le milieu de terrain de la Juventus prêté à Chelsea cette saison. Lui aussi, il a eu une saison un peu contrastée. Mais est-ce que, selon vous, c'est une bonne idée de l'avoir à l'Olympique de Marseille pour occuper ce poste-là? En tout cas, il colle parfaitement au profil et aux besoins de Marcelino. C'était une piste qui était aussi creusée parce que forcément, le joueur, il appartient à la Juve. Forcément, il y a des relations assez privilégiées entre Longoria et la Juve. Il y avait l'histoire de Milik. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire un échange Milik-Zakaria? Donc, il y avait des possibilités. Aujourd'hui, est-ce que Marcelino, puisque c'est un dossier qui a été initié avant son arrivée, puisque du coup, il y avait des gens qui posaient la question, oui, normalement, Marcelino, ça va être lui sur le banc. Il n'y a pas trop de suspense là-dessus. Mais est-ce que lui va accepter ça ou pas? Ça sera ça la grande interrogation. Mais ça fait partie typiquement des pistes qui sont privilégiées. Alors après, je vois aussi ici ou là des infos sur Kondogbia ou autre. Aujourd'hui, c'est encore très, très, très prématuré
de parler de ça. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses au niveau de ce qui est sorti. Et pour l'instant, on va voir un peu ce qu'il en est. Mais oui, effectivement, ça travaille dur aussi à ce poste-là et ça va rapidement bouger. Ah, j'ai Fabio Leland qui dit la conférence de presse de Marcelino, c'est quand? Alors, il n'a toujours pas été officialisé par l'Olympique de Marseille. Ouais. Donc, pour le moment, on n'a pas encore de date malheureusement. Et d'ailleurs, à ce propos, Anas, il y a aussi un souci, c'est que Pablo Longoria, il est aux Bahamas. Donc, il va falloir peut-être qu'il prenne un avion pour revenir déjà pour officialiser. On le laisse profiter des vacances. Voilà. Là, c'est donc, il est tranquille, il est en vacances. Donc, il le pousse là, aller chercher donc, sauf s'il rentre en express en avion cette nuit et qu'il est présenté demain, il va falloir attendre encore quelques jours. Eh bien, il va falloir attendre quelques jours. Mais nous, on va continuer à parler. On ne va pas attendre le retour de Pablo Longoria de Longoria, ouais. pardon. Non, Langario, je sais pas qui c'est. Ontario, peut-être. On va continuer à parler de ce mercato de l'Olympique de Marseille. C'est vrai, parce qu'il y a d'autres besoins, il y a d'autres questions qui peuvent se poser. Aux côtés de cette sentinelle imposante, est-ce qu'on fait jouer Rongier? Est-ce qu'on fait jouer Verretou? Là aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Sur les côtés, quels joueurs on pourrait utiliser? Mais il y a peut-être un secteur où on pourrait avoir moins un soulagement, un ouf de soulagement, ça serait le secteur offensif, la doublette offensive, parce que au départ, l'Olympique de Marseille jouait avec une seule pointe. Cette fois-ci, avec Marcelino, ce sera 2. Est-ce que c'est enfin la possibilité de voir un duo Vitinha-Alexis Sanchez dans leurs meilleures conditions? En tout cas, c'est le moment ou jamais pour Vitinha, en tout cas, parce que Alexis Sanchez, il a montré cette saison qu'il n'avait rien perdu de son football et qu'il était le meilleur joueur de Marseille. Vitinha, il a la pression du prix depuis janvier. Il n'a pas pu confirmer sur ces 6 derniers mois. Il a eu beaucoup de difficultés. Là, il a l'occasion et la chance d'avoir un attaquant avec lui qui peut peut-être l'aider dans son jeu, parce qu'on l'a vu beaucoup isolé dans les matchs avec le système d'Igor Tudor. Alexis Sanchez, même quand il jouait derrière lui, c'était pas ça. Là, ils ont l'occasion de jouer à 2 pointes. Peut-être qu'il va avoir plus de ballons, peut-être qu'il va être plus en confiance, il aura la préparation. Donc je pense que c'est en tout cas l'occasion jamais d'être dans les meilleures conditions pour débuter. S'il ne saisit pas sa chance-là, ça va commencer à être compliqué, surtout qu'il a été payé 32 millions, c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Les supporters ont déjà été patients ou pas, parce qu'il reçoit quand même quelques critiques, mais il ne va pas falloir tarder trop longtemps à performer. Là, justement, c'est Mitroglou FR, j'imagine, qui est supporter de l'Olympique de Marseille, qui nous dit la Grinta, Vitinha déjà, mais si 4-4-2, il faudrait un troisième attaquant, à la Balogun ou Ndiaye. Why not? Donc là, forcément, peut-être la recherche d'un autre numéro 9. On sait qu'il y a encore Arkadiusz Milik qui va revenir au club. Il est qui a plus terminé là, son prêt à la Juve, mais qui va repartir justement dans quelques jours ou dans quelques Mais semaines. là, aujourd'hui, finalement, il y a une vraie problématique, c'est qu'est-ce que tu fais de Vitinha en vrai, parce que finalement, tu dis qu'il va peut-être avoir sa chance, mais en fait, au niveau du schéma tactique, ça colle pas du tout non plus avec les besoins de Marcelino. Donc finalement, Marseille et Marcelino va se retrouver à la fois avec deux problématiques. La première, c'est Alexis Sanchez, il faut le prolonger parce qu'il n'est toujours pas prolongé à l'heure actuelle et que là, du coup, dans 10 jours, il est libre et il peut partir. Peut-être qu'effectivement, Marcelino qui va arriver va peut-être le convaincre parce que finalement, lui, Alexis Sanchez, collerait parfaitement au schéma de jeu, puisque globalement, Alexis Sanchez, il pourrait prendre la profondeur et tourner autour d'un espèce de grand gabarit, comme tu en parlais tout à l'heure, quelqu'un qui est capable de jouer en pivot gang, encore une fois. si ça... Comme le faisait Raúl Garcia à Bilbao. Exactement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus un grand attaquant costaud qui doit être recruté, plutôt que faire jouer Vitinha. Par contre, effectivement, tu peux peut-être garder à la fois Alexis Sanchez et ce fameux attaquant qui jouera en pivot et garder Vitinha pour jouer un petit peu les remplaçants, mais en même temps il faut rentabiliser ces 32 millions. Si tu le mets pas sur la durée, comment tu le rentabilises? Mais si tu le fais trop jouer et que ça colle pas à Marcelino, il va pas être content. Donc c'est déjà un casse-tête à venir pour Marseille. Surtout comme les gens le disent dans le chat, quand tu joues à 2 attaquants, surtout que l'OM joue sur tous les tableaux et va devoir jouer les tours préliminaires de Ligue des Champions, tu peux pas te présenter qu'avec 2 attaquants. Là, pour l'instant, Milik est sur le départ. Il y a Vitinha et Alexis Sanchez. C'est quand même très limité en termes de profondeur de banc sur ces postes-là. Après, il y a certains offensifs, on en a pas parlé, mais Amin Harit qui revient de blessure. Malinowski qui n'a pas donné satisfaction sur ces derniers mois. L'OM, concrètement, va devoir restructurer son secteur offensif avec Marcelino parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de profil qui colle à ce que veut l'entraîneur espagnol. En tout cas, Harit, il collera beaucoup plus au profil de Marcelino d'ailleurs. Mais il faut qu'il revienne en forme. Ouais. Après, Unai, il est un peu léger physiquement. Techniquement, il va coller parfaitement aux besoins, mais physiquement, ça va être un peu plus rude pour lui.
Ça va être un peu plus rude. Ruud van Nistelrooy. Ouais, c'est ça. Et on va parler Ruud, du PSV le joueur de tennis. J'ai encore Roland Garros dans la tête. Je suis désolé. Mais on a encore Rachinid qui nous donne justement un commentaire intéressant qui nous dit: moi, je pense surtout que l'OM a besoin d'ailier. On n'a pas besoin d'ailier. Klose, que faire avec lui dans une défense à 4? Et là, ça va venir parfaitement coller à ma question. Il y a aussi la question des latéraux. Parce que c'est vrai que Jonathan Klose, on a plus l'habitude de le voir dans une défense à 5. Comment faire avec lui dans une défense à 4? On a 5 défenseurs sous contrat. À voir aussi comment justement on va s'organiser, sachant qu'on a déjà dit que peut-être Mbemba serait le numéro 1 dans la tête de Marcelino. Mais c'est vrai que chez les latéraux, à gauche, on a Nuno Tavares qui va partir. Il y aura peut-être plus que Kolasinac qui peut jouer dans une défense à 4. Et encore à droite, Kolasinac, il faut encore qu'il prolonge. il y a encore qu'il prolonge. Et bien entendu, de l'autre côté, on aura encore Issa Kabore, Jonathan Klose qui sont plus des Issa joueurs qui Kabore. étaient habitués. Kabore qui va retourner à... Et Kabore justement qui va retourner sauf lever sauf de l'option d'achat, mais je de crois 20 qu'il était à millions, 20 millions d'euros exactement. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Là aussi, ça va être un gros chantier pour Marcelino. Exactement. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, clairement identifié que Jonathan Klose ne colle absolument pas non plus au pro. Ça fait beaucoup de joueurs qui collent pas, hein. Mais lui, particulièrement parce que c'est vrai qu'un défenseur qui défend, c'est pas les grandes qualités, c'est pas les principales qualités de Jonathan Klose qui est plus utile offensivement. Donc peut-être qu'il va peut-être le mettre plus en milieu offensif, mais en tout cas en latéral, ça va être compliqué. Donc ils savent que de toute façon, de base, il faut que Marseille recrute un latéral droit, un latéral gauche. Donc là, un latéral gauche, je peux vous dire qu'il y a déjà plusieurs pistes qui sont engagées. Il y a un latéral gauche qui joue en première ligue qui est pisté par Marseille. Je ne peux pas vous le dire le nom pour l'instant parce que c'est encore prématuré, mais ça sera dans les prochains jours sur FM. Donc il y a pas mal de pistes aujourd'hui qui sont creusées en tout cas. Et aujourd'hui, oui, on va voir. Mais même défensivement, en tant que dans l'axe central, on peut aussi parler de Balerdi, on peut aussi parler d'un Isaac Touré qui est peut-être sur le retour, mais dont Marseille ne voulait plus. Peut-être que Marcelino va peut-être lui trouver des qualités et peut-être vouloir le garder dans une espèce de rotation, en sachant que s'ils ne jouent plus qu'à 2 centraux, ils auront peut-être moins besoin d'en avoir 50 comme ils en avaient par le passé quand ils jouaient à 3 derrière.